Bienvenue à cette session. La session d'aujourd'hui va porter sur la technologie Cloud Auth. On va démystifier un peu là, cette stratégie qui permet de faire l'authentification. Donc, voici l'agenda. Donc, sans plus tarder, on va présenter ce qu'est Cloud Auth avec les différentes politiques, les différentes fonctionnalités et les use cases, les cas d'usage pour lesquels on peut l'utiliser. Et Benoît, grâce à son super laboratoire, va nous faire une démonstration de Cloud Auth. Alors, sans plus tarder, démarrons. Donc, globalement, hein, dans les défis que nous avons sur l'admission des dispositifs au niveau du réseau, ben, on a des usagers qui désirent connecter plein de bidules sur le réseau. Et malheureusement, plusieurs de ces bidules ne supportent pas l'authentification 802.1x et par conséquent, on se retrouve avec, entre autres, des dispositifs IoT pour lesquels on n'a pas de mécanisme pour faciliter la catégorisation et l'application de politiques d'accès de manière adéquate. Donc, on se retrouve avec un réseau pour lequel on ne sait pas nécessairement exactement qu'est-ce qui est connecté dessus. Et c'est là où ce qu'on propose avec le Aruba Networking Central, donc avec Aruba Central, la capacité de créer des politiques d'accès pour être en mesure d'attribuer les bons rôles d'accès, tant au niveau des commutateurs, des points d'accès, et gérer, dans le fond, les dispositifs qui vont être admis au réseau. Et la méthode de communication, parce que bien entendu, hein, typiquement, lorsqu'on fait un contrôle d'admission, que ce soit avec du MAC auth, l'authentification par MAC adresse ou du 802.1x, généralement, on va utiliser un serveur Radius en arrière-plan. Toutefois, le protocole Radius, hein, ça n'a pas de couche de sécurité par-dessus, ça a des défis pour passer à travers NAT. Et par conséquent, dans le contexte ici, ce qu'on va utiliser comme protocole, ben, ça va être le protocole RADSEC. Donc, c'est une couche TLS qui va enrober le protocole Radius et qui va permettre un échange sécuritaire. Donc, le service, grosso modo, qui est intégré dans Aruba Central, se trouve à être un service RADSEC. Donc, qu'est-ce que RADSEC? Hein? Donc, c'est la couche de sécurité qui, à l'origine, au niveau de notre service Aruba Central, était développée pour les fonctionnalités d'admission au SSID invité, donc être capable d'offrir les services de portail captif et d'authentification des usagers invités. Donc, on va s'appuyer pour Cloud Auth de la solution Cloud Guest qui était déjà bien établie, processait plus de 1 milliard de requêtes RADSEC ou Radius par semaine dès janvier 2020. Donc, on avait déjà un modèle bien établi pour établir justement cette structure-là. Et on a bonifié la solution pour être en mesure d'offrir de l'authentification IPLS, donc basée avec certificat, ou encore du MAC Authentication Bypass à partir justement de n'importe quelle localisation dans Central. Alors, c'est la base sur laquelle on s'appuie. Pourquoi on voudrait établir justement une solution articulée avec Cloud Auth? Ben, c'est l'idée d'avoir une solution qui serait intégrée avec le Aruba Central, permet d'établir justement des politiques d'accès tant au niveau filaire que sans fil, de manière complètement unifiée dans un système de contrôle et d'administration, de gestion et de troubleshooting qui est tout unifié, graphique, infonuagique. Vous permettre d'avoir une expérience et une facilité d'usage qui est incomparable avec justement notre solution Aruba Central. Permettre d'utiliser des systèmes de
ce qu'on appelle les Identity Stores, donc être capable de s'interconnecter avec des répertoires d'entreprises infonuagiques et permettre l'enrôlement des dispositifs de manière très simple et transparente pour les usagers. Alors, si on fait un survol à haut niveau, donc on a des dispositifs qui peuvent fonctionner soit sur du macOS, du iOS, du Windows, Android, etc. Donc, plusieurs types de systèmes d'exploitation. On a des dispositifs Aruba, donc des NAT, des systèmes qui vont faire l'authentification, qui se trouvent être soit des points d'accès ou des commutateurs d'accès. Et on a un système de gestion infonuagique qui, lui, grâce justement aux différentes politiques et sources d'autorisation, va être en mesure d'attribuer les bons privilèges d'accès sur la couche d'accès. Et pour les sources d'authentification, ben, on peut s'interconnecter avec l'Azure AD ou Entra ID ou même le Google Workspace au niveau des identités infonuagiques d'arrière-plan. Et bien entendu, on peut regarder dans quel groupe il fait partie et attribuer un Aruba User Role en fonction justement, par exemple, si c'est dans le domaine de l'éducation, si c'est, admettons, c'est un professeur ou un étudiant, et être en mesure d'attribuer les bons privilèges d'accès de ce côté-là. Donc, les objectifs qu'on cherche à avoir avec ça, bien entendu, ça reste les mêmes objectifs que Aruba a toujours mis de l'avant, c'est-à-dire que, bon, ben, ce qu'on prône, c'est de savoir qu'est-ce qui est connecté sur votre couche d'accès. Être capable, justement, d'identifier quel type de dispositif, tant au niveau du réseau filaire qu'au niveau du réseau sans fil, vous permettent d'avoir le bon contrôle et déléguer les bons privilèges d'accès et faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispositif inconnu sur votre réseau et d'adapter la réponse en fonction justement du profilage qui est en temps réel à travers Aruba Central et permettre, par exemple, si un dispositif change de comportement, par exemple, une caméra de sécurité qui aurait un security breach et qui se met à faire des connexions vers un pays de l'axe du mal et permettre de faire une réponse et de cantonner ce dispositif-là dans un VLAN de mitigation ou un rôle de mitigation, par exemple. Donc, les cas d'usage typiques, ben, c'est justement permettre d'effectuer de l'authentification 802.ex avec le IPTLS pour les dispositifs qui peuvent le supporter, ou on va être en mesure d'enrôler le dispositif à l'aide d'une application qui va nous permettre d'enrôler et d'installer le certificat et, par exemple, le profil sans fil, ou encore y aller avec du multi-PSK, ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle du Role-Based Access Control basé sur l'appartenance à un groupe en particulier et être en mesure d'appliquer ce qu'on appelle des Client Insight Tags, être capable d'avoir comme des espèces d'étiquettes qui nous permettent de catégoriser quels sont les types de dispositifs qui sont authentifiés. Nous permettent aussi de faire ce qu'on appelle de l'authentification par MAC adresse avec un MAC auth bypass. Donc, être capable d'admettre des dispositifs et, à la volée en faisant, dans le fond, un all et être capable d'assigner des rôles et selon, justement, l'intelligence de Aruba Central, catégoriser le bon dispositif et modifier le rôle du dispositif sur la couche d'accès pour lui permettre, une fois qu'il est bien catégorisé, d'avoir accès aux ressources dont il a besoin d'avoir accès. Et bon, il y a d'autres mécanismes comme l'auto-enregistrement, AirPass qui n'est pas disponible ici malheureusement au Canada. Donc, différents autres petits trucs là, qui permettent de faire l'authentification, entre autres pour les visiteurs. Donc, on va considérer CloudHot lorsque justement on a différentes
conditions. Donc, de base, disponible avec les licences de fondation avec le Aruba Central. On va articuler ça avec du IPTLS. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un répertoire d'entreprises infonuagiques, on n'a pas la possibilité en arrière-plan de faire fonctionner le protocole Kerberos. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de faire les méthodes d'authentification comme le PEEP et MSHA-V2 qu'on a typiquement dans un environnement d'entreprise où on aurait un serveur d'authentification local avec un AD local. Donc, c'est vraiment dans une logique de système d'authentification infonuagique ou de répertoire d'entreprise infonuagique. Et c'est la raison pour laquelle la solution s'articule sur le IPTLS avec une authentification à base de certificats. Comme on l'a mentionné précédemment, ça permet l'interconnexion avec Google Workspace, Azure AD, et on va utiliser justement le MPSK pour, entre autres, dans les résidences pour étudiants, pour faciliter l'enrôlement des dispositifs qui appartiennent à l'étudiant, que ce soit console de jeux, tablette, Apple TV, etc. Donc, on a une belle sauce là, qui simplifie donc les cas d'usage et qui permettent d'établir quand même une solution qui va être sécuritaire pour les usagers. Donc, ici, encore une fois, bon, je me répète un peu. Ici, un petit résumé des différentes méthodes d'authentification qui sont supportées. Ça fait un peu le tour là, de qu'est-ce que je vous ai résumé précédemment. Donc, premier cas d'usage, hein, donc, dans le domaine de l'éducation, on aurait par exemple des équipements BYOD, des équipements apportés par les étudiants ou les enseignants. Bon, encore que là, bon, on va avoir un projet de loi qui va interdire tout ça pour les commissions scolaires, mais bon, on peut se retrouver, par exemple, dans un collège ou une université où ça peut devenir un challenge. Et l'idée, justement, de pouvoir supporter facilement des usagers, de les enrôler aisément, soit avec, justement, le .1x ou encore avec le MultiPSK, qui est une solution qui est très simple d'usage, facile pour les usagers. Un usager va avoir, dans le fond, sa clé PSK personnelle qui va lui permettre de déployer ça sur, par exemple, sa tablette, son téléphone, et faire en sorte que, justement, ça lui crée comme son petit écosystème à lui-même avec sa propre clé juste pour lui. Pour les usagers qui vont utiliser le .1x, bon, ben, on va avoir un workflow, donc un processus qui va permettre à l'usager qui va utiliser, dans le fond, son identité à travers le Google Workspace ou le Entra ID, d'être en mesure d'obtenir son certificat avec son profil sans fil. Et on va créer, dans le fond, des politiques d'accès pour autoriser ces usagers-là aisément sur le réseau. Et pour que l'usager obtienne justement son profil sans fil et son certificat, bien, tout ça va être avec un petit URL d'installation qui va lui permettre d'avoir la petite application et installer le tout de manière aisée et transparente. Alors, ça permet justement, avec le MultiPSK, qui est la méthode précédente. J'avoue, la présentation est peut-être fait un peu de coq à l'âne. Je suis désolé, j'ai essayé de la réorganiser, mais là, on voit que je fais un petit peu de coq à l'âne. Donc, les nouveautés avec justement le MultiPSK, c'est une limite de nombre d'usagers qui est explosée. Ce mécanisme-là de MultiPSK dont on parle ici, ben, ça ne nécessite pas l'enregistrement des MAC adresses, ce qui enlève, dans le fond, une surcharge de travail aux personnes qui administrent le réseau. Donc, ça devient très simple pour l'enrôlement des dispositifs au niveau des usagers. Et voilà. Pour ce qui est de la petite application pour s'enrôler, donc c'est relativement simple.
Et du côté des personnes au niveau des technologies de l'information, ben, à travers le Aruba Central, ben, ça vous permet d'avoir une console qui permet de voir aisément les dispositifs qui ont réussi à s'authentifier en succès, ceux qui ont eu des échecs d'authentification, le volume d'authentification. Donc, c'est une expérience là, qui est très simple pour vous et qui permet de simplifier justement la, la gestion de tout ça. Pour ce qui est de l'enrôlement avec le .1x, ben, c'est très simple. Là, on configure dans le fond le profil à travers justement l'onglet sécurité à travers Central avec les politiques d'accès et on va être en mesure, comme Benoît va nous le démontrer, d'établir justement des politiques qui vont dire, bon, désolé, encore une petite tour résiduelle. Donc, créer des politiques d'accès en fonction de l'appartenance à un groupe, par exemple, qui va nous permettre d'attribuer un rôle d'accès en fonction, par exemple, si est-ce que je fais partie du groupe IT Admin, bon, ben là, je vais devenir un employé, je vais avoir le rôle employé. Sinon, ben, si je suis un étudiant, ben, je m'en vais dans le student role. Si ce n'est pas spécifié, ben, on refuse l'accès, par exemple. Donc, c'est une politique simple ici à mettre en place. Donc, ça devient très, très simple. L'usager, à travers l'URL, va se faire rediriger avec son authentification. Il va devoir installer le profil, l'application de onboarding qui va permettre l'installation du profil sans fil et du certificat pour se connecter. Au niveau du workflow pour le MPSK, ben, on configure un SSID pour le MPSK. On va générer, dans le fond, un password avec l'URL et l'usager va tout simplement se connecter avec le mot de passe qui lui est assigné. Donc, là, comme je vous le disais, aucun besoin de faire un enregistrement par MAC adresse. Ça devient extrêmement simple pour se connecter. Et voilà. Donc, on copie le PSK dans le programme qui nous est attribué, puis on l'utilise sur tous nos dispositifs. Même chose avec la mécanique du name PSK, c'est-à-dire que, par exemple, un administrateur pourrait définir, admettons, lors d'un événement, une nouvelle clé PSK qui serait attribuée, admettons, pour une salle de conférence, pour tous les usagers qui font partie de la salle de conférence. Et on va partager cette clé PSK avec soit l'usager ou les usagers qui font, dans le fond, qui font partie de cet événement-là. Et là, les usagers vont tout simplement utiliser cette clé-là qui peut avoir une durée limitée et ça simplifie le cas d'usage ici. Un autre use case, hein? Donc, c'est par exemple, on est dans un contexte ici de supermarché pour lequel, justement, on veut enrôler, admettons, les systèmes de point of sales, c'est-à-dire les terminaux points de vente. On veut les avoir justement dans un VLAN distinct avec des politiques d'accès distinctes qui vont permettre justement de s'assurer d'avoir la conformité PCI, par exemple. Donc, dans un scénario comme ça, bien, on va être capable justement de créer une configuration multi-PSK avec l'enregistrement des dispositifs et être capable d'appliquer le rôle adéquatement. Donc, ce qu'on a, c'est, comme je vous disais, on a augmenté et bonifié la capacité du système. Il est possible d'utiliser, comme va le montrer Benoît tout à l'heure, une politique alors en Mac qui permet d'enrôler aisément les usagers ou les dispositifs et d'utiliser le Client Insights de manière à être capable d'attribuer les bons privilèges d'accès de manière adéquate sur les dispositifs qui vont avoir été profilés. C'est encore un petit exemple. Apple Device, on va pour employer, Point of Sale Device, iOS Device. Donc, on est capable d'attribuer les bons rôles aux bons endroits. Et voilà. Donc, c'est
Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je passe la main à Benoît, qui, lui, va s'occuper de faire la petite démonstration. C'est bon jusqu'à maintenant. Donc, je te passe la main, Benoît. Oui, merci beaucoup. Je partage mon écran et je vous montre Hum. ça. OK. C'est ici. Donc, ce que je vais vous montrer essentiellement, là, c'est un peu les. Ça va ressembler un peu comme les use cases là, que les cas d'usage que Paul vous a montré sur les PowerPoint, mais vraiment en vrai. Puis je vais vous montrer aussi un peu qu'est-ce qu'on voit comme visibilité quand on utilise le CloudDot versus le, la connectivité habituelle pour les réseaux Wi-Fi. Donc, bon, premièrement, ça se trouve où? La partie CloudDot sur Central, au niveau global, sécurité, et on a un onglet Authentication and Policy. Donc, tout le monde qui a un compte Central peut aller utiliser cette fonctionnalité-là. C'est inclus de base avec la licence Foundation. Si on va dans la partie configuration, vous allez avoir deux blocs ici, ce qu'on appelle le User Access Policy, Client Access Policy. C'est quoi la différence entre les deux? Le User Access Policy, c'est tout ce qui est lié euh, à une source d'identité cloud. Donc ici, dans mon cas, j'ai lié mon compte Central à une source d'identité Google Workspace. Donc j'ai mon propre petit domaine sur lequel j'ai mon courriel, par exemple. Donc j'ai simplement lié ma source d'identité cloud à Central. Donc j'ai fourni un petit peu d'informations, j'ai un client ID, client secret, donc un petit peu de configuration à faire du côté de la source d'identité juste pour fournir un accès par API à Central. C'est quand même très bien documenté. Il y a même des petites vidéos. Donc, c'est pas très difficile à faire. Le but, ultimement, c'est de permettre un login sur un portail de libre-service pour que l'usager puisse se provisionner lui-même. Donc, soit pour la partie 802.x ou pour le MPSK. Et aussi aller chercher des groupes qui vont être utilisés pour mapper un rôle. Avec un rôle Aruba sur chacune des connexions. Donc, dès qu'on lit la source d'identité, on va aller récupérer les groupes qui existent. Donc, ça, c'est les groupes qui existent en ce moment sur mon compte Google. Donc là, je peux les choisir et faire un mapping sur un rôle et aussi combiner. Donc, ça a été rajouté relativement récemment. Combiner en plus du groupe de la source d'identité, aller ajouter aussi possiblement un tag pour dire, ben, si c'est un employé TI qui est sur un ordinateur standard, je vais donner un rôle X. Si c'est un employé qui est sur un appareil mobile, peut-être, je vais donner un autre rôle. OK? Donc, je pourrais faire des choses un peu comme ça, différentes. Encore là, pas aussi granulaire ou complexe qu'on pourrait faire avec une solution comme ClearPass, qui est très, très, très complète, qui a beaucoup d'options. Mais on peut quand même faire des politiques au moins basées sur le groupe. Et tout ça aussi, évidemment, là, est en refonte là, pour ce qui est sur le nouveau central. On n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est encore très embryonnaire, là, la nouvelle partie d'authentification. Mais encore une fois, là, je l'ai écrit dans le chat tantôt, mais l'objectif ultimement, là, c'est de ramener CloudDot, pas pour nécessairement remplacer ClearPass. ClearPass ne s'en va pas, rassurez-vous, mais le rapprocher en termes de fonctionnalité. On parle aussi des intégrations avec des tierces comme Intune, des choses comme ça qu'on fait avec ClearPass, donc on va aussi ramener sur la partie la partie cloud, ok, sur Central. Donc, ultimement, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Une fois qu'on a lié la source d'identité, ben là, ça nous permet d'utiliser les méthodes d'authentification que Paul vous a mentionnées. Donc, soit le 802.x avec un certificat ou le MPSK. Donc, l'usager se génère lui-même une clé partagée. Pour la partie 802.x, bon, comment ça fonctionne? Bon, il y a deux choix. Soit on va installer directement un profil qu'on appelle un profil Passpoint. Donc, c'est un standard qui permet de télécharger un fichier et qui va dire à l'appareil comment se connecter au réseau 802.x. Puis dans le fichier, il va aussi avoir le certificat de l'usager et la chaîne de confiance pour autoriser, mettons, que le dispositif connaisse l'autorité de certification qui a signé son certificat. Ou
Je peux également utiliser l'application. Donc, je peux télécharger une application qui va faire un peu la même chose, mais qui est plus compatible, disons. Donc, ce pas tous les appareils qui vont supporter l'utilisation d'un profil Passpoint. Moi, par exemple, en ce moment, sur un Mac, c'est le profil que j'ai utilisé. Donc, je vais vous montrer ici. C'est le petit fichier ici, le point mobile config. Donc, comment je suis allé chercher ce fichier-là? Il y a une adresse web sur Internet. Donc, tout est hébergé, évidemment, là, sur Central, qui existe pour chacun des comptes Central. Donc, ça, vous pouvez donner cette adresse-là à l'usager à l'avance. Et vu que c'est hébergé sur Internet, mais l'usager peut même y aller à partir de chez eux. Donc, peut provisionner son appareil à partir de n'importe quelle connexion Internet cellulaire, sans nécessairement être sur place pour le faire. Donc, si, quand je vais sur l'URL en question, donc on va m'offrir de soit installer l'application ou juste d'utiliser mon navigateur. Moi, en étant sur le Mac, je peux simplement utiliser le navigateur, install en Apple, et on me télécharge le fichier. Donc, le fichier, simplement, ce qu'il va faire, c'est que il va télécharger un profil, dans ce cas-ci, le profil Apple, que je vais pouvoir activer dans mon appareil. Donc, si j'ai un profil Cloudot, et là-dedans, je vais avoir tout. Donc, je vais avoir mon certificat que je vais utiliser pour m'authentifier. Je vais avoir le certificat du service, donc l'autorité de certification qui a été utilisée, et aussi les paramètres réseau. Donc, on va nous dire c'est quoi le nom exactement du SSID, le type d'authentification. Donc, l'usager n'a pas besoin de savoir comment configurer son appareil pour s'authentifier en IPTLS, comment choisir le bon certificat. Tout est spécifié dans le profil Passpoint, où l'application fait la même chose essentiellement. Donc, l'application va configurer tout ça et aller chercher le certificat à la chaîne d'autorisation. Et en ce moment, je suis connecté dessus. Donc, je suis connecté sur mon appareil. Donc, quand j'ai installé le profil, la seule chose que j'ai fait après, c'est j'ai tout simplement choisi le réseau Wi-Fi que je l'ai utilisé, celui-là. Donc, j'ai pas eu besoin de choisir le certificat. Tout était déjà euh, pré-choisi, pré-configuré par le profil Passpoint. Quand on retourne sur Cloudot, je vais voir cette authentification-là. Donc, je peux, un peu comme si vous avez ClearPass, vous avez le fameux Access Tracker qui vous montre chacune des authentifications. Donc, on a l'équivalent de plus ou moins le Access Tracker qu'on retrouve sur ClearPass. Donc, on peut voir chacune des demandes d'authentification qui ont été faites, ceux qui ont passé ou pas, dans mes premiers petits tests qui ont échoué. Donc, si je prends ceux qui ont réussi pour, pour l'authentification 802.x où j'ai provisionné moi-même mon appareil. Donc, on voit que j'ai un certificat qui est valide jusqu'en 2026. Donc, par défaut, les certificats, et par défaut, je dis, et seulement, donc on peut pas c'est pas configurable en ce moment. Les certificats durent pendant une année. Je peux révoquer le certificat de l'usager si jamais l'usager quitte. Et je vais avoir un peu de détails, comme je le retrouverai sur ClearPass sur la demande d'authentification, à savoir le nom d'usager, l'adresse IP de mon appareil, le point d'accès que j'ai utilisé pour m'authentifier. Et on voit ici que c'est bel et bien une authentification par certificat en IPTLS. Donc, le processus est quand même assez simple et c'est vraiment le but de Cloudot, c'est de faire l'authentification qui est quand même forte. Donc, on parle de l'authentification IPTLS avec un certificat, donc qui est pas mal le standard là, en or, disons, pour l'authentification, mais de garder ça le plus simple possible. Euh, c'est sûr que la simplicité aussi va dans les deux sens, dans le sens que je ne peux pas pré-provisionner, par exemple, avec une GPO, avec Intune, avec ce genre de mécanisme-là, pour pré-provisionner les appareils. Donc, chaque usager doit provisionner lui-même ou elle-même son, euh, son appareil. Donc, ça rajoute un petit peu d'overhead de configuration qui est sur l'usager. Mais c'est encore une fois dans la nouvelle version qui va être dans le nouveau Central. Ça, c'est une chose aussi qui va être adressée, entre autres par l'intégration avec Intune. OK? Donc, de pouvoir pousser ces certificats-là directement à travers Intune. Donc, ça, restez connectés avec nous. On va certainement avoir une session là, User Group sur le nouveau Cloudot qui change un petit peu de nom. Mais sur ce nouveau Cloudot-là, probablement plus l'année prochaine à l'automne. Donc ça, c'était le premier cas. Le premier cas, le 802.x avec l'authentification
Google Workspace. Quand j'ai été sur le portail, vous avez vu, vous m'avez pas vu me loguer parce que je suis déjà logué là, sur mon compte Google. Mais en background, il y a eu une authentification Google qui s'est faite. Euh, L'autre chose qu'on peut faire avec l'identité cloud, c'est le MPSK. Donc, j'ai un petit bouton Manage MPSK ici. Donc, deux façons de faire pour le MPSK. Donc, soit l'usager génère lui-même son appareil avec un petit portail. Donc, on a encore un deuxième URL qui est disponible, que je vais ouvrir ici. Encore une fois, il y a eu un login que vous n'avez pas vu, mais il y a un login Google qui s'est fait. Donc, moi, je me suis connecté avec mon appareil et automatiquement, on va me donner ma PSK pour que moi, je puisse me connecter de façon unique sur le réseau. Je peux régénérer moi-même mon mot de passe. Donc, pour une raison quelconque, je l'ai oublié ou je veux le changer ou je l'ai prêté à quelqu'un, je veux le changer. Je peux régénérer moi-même ce mot de passe-là et celui qui est l'ancien devient invalide. Euh, la chose qui est intéressante avec le MPSK qui est géré par l'utilisateur, c'est que si vous prenez comme de façon habituelle votre réseau PSK que vous avez, quand vous regardez les clients qui sont connectés, ce que vous allez voir, c'est des MAC adresses ou peut-être le nom d'appareil, un nom de PC, un nom de téléphone. Parce que le PSK, c'est pas vraiment une authentification en tant que telle. On n'a pas d'identité reliée à ça. Vu que le MPSK, lui, est relié à un usager, hein, donc je me suis logué avec mon compte Google, quand on vient pour voir les clients connectés sur le réseau PSK, on va voir le nom d'usager qui est associé à cet appareil-là. Donc, chose qu'on ne verrait pas normalement avec une connexion PSK standard. Donc, ça, c'est quand même un bon plus pour la partie visibilité, là. Donc, oui, c'est du PSK, mais je peux quand même savoir qui est connecté sur le réseau, vraiment quel utilisateur qui l'appareil appartient à quel utilisateur. Donc, si je retourne dans ma partie Cloud, ici, config. Donc, l'autre façon de faire, si on ne veut pas nécessairement, ou si j'ai un besoin ou que je n'ai pas nécessairement un utilisateur qui est lié, pensez à quelqu'un qui n'existe pas dans votre source d'identité, un contracteur quelconque. Donc, je peux aller créer manuellement des PSK. Donc, c'est par exemple conférence@paradis.net. Donc, je peux créer un faux usager essentiellement. Donc, le nom veut rien dire, c'est juste le format dans lequel le nom doit être entré dans la console et créer une clé pour cet usager-là. Et comme vous l'avez vu tantôt, n'importe qui utilise la clé suivante va apparaître en étant cet usager-là dans la liste de clients connectés. Et évidemment, je peux associer un rôle. Donc, je pourrais créer plusieurs PSK différentes, associer des rôles différents, toujours sur chacun de ces différents PSK. Donc, ça, c'est les deux façons principales où ce qu'on va aller chercher. Euh, en passant, on peut le voir aussi, évidemment, là, dans la liste d'identification, dans le fameux Access Tracker. Donc, on voit sur quel SSID, quel usager, puis on voit que c'est le MPSK X qui est utilisé. Donc, assez simple. Ensuite, on tombe dans ce qu'on appelle le Client Access Policy. Donc, le Client Access Policy va nous permettre deux choses différentes. Le premier, c'est bon, moins populaire, mais je pourrais, par exemple, pour un réseau ouvert ou un réseau déjà configuré en PSK standard, ajouter une couche d'authentification par MAC adresse dessus. Donc, je peux faire soit mettre les MAC adresses une par une. OK, c'est possible. Un peu de gestion. J'ai un client qui le fait comme ça. Donc, lui, il y a 3000 adresses MAC qui sont entrées ici manuellement. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils ont décidé de le faire. Bon, fait que ça fonctionne. Donc, je peux créer un réseau PSK. Mais si la MAC adresse n'existe pas dans la liste, ben, l'usager ne peut pas utiliser le PSK. Donc, l'authentification va échouer ou je vais lui donner un rôle qui lui donne accès à rien, essentiellement. L'autre façon, peut-être plus évoluée qu'on peut faire, c'est de dire qu'on fait ce qu'on appelle un allow all. Donc, je vais créer un réseau soit ouvert, soit une PSK. Je vais cocher ici de permettre toutes les MAC adresses. Donc, tout le monde qui connaît le PSK ou tout le monde qui se connecte sur le réseau ouvert va être permis sur le dit réseau.
Mais je vais rajouter dans la couche d'authentification MAC un retour de rôle basé sur un profil d'appareil. Donc ici, spécifiquement, je vais dire que si, bon, je connais le PSK, je prends mon appareil. Si mon appareil est détecté comme étant un appareil mobile, par exemple un téléphone intelligent, je vais donner le rôle mobile. Si je ne connais pas l'appareil, je vais donner un rôle DHCP only. Pourquoi je vais faire ça? Pour le profiler. OK? Donc, pensez la première fois qu'on va connecter un appareil. Tu ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Donc, il va tomber dans un rôle DHCP only. Je vais lui permettre juste d'aller chercher une adresse sans qu'il ait accès au réseau en tant que tel, mais je vais lui permettre de faire une requête DHCP. On va obtenir une adresse. Ça va me donner, la requête DHCP va me donner quand même beaucoup d'informations sur l'appareil pour, entre autres, le profiler. Une fois que je l'ai profilé, ça va être comme si vous l'avez déjà fait sur ClearPass, vous savez déjà un peu le mécanisme, comment il fonctionne, hein. Donc, on profile un appareil. Une fois qu'on a déterminé une catégorie d'appareil, on le déconnecte. Et une fois qu'il se reconnecte automatiquement, ben là, on va avoir la nouvelle information de profil et on va pouvoir lui donner son vrai rôle d'accès sur le réseau. Et ça, ben, je peux faire ça sur plein de tags différents. OK? Ça peut être ordinateur, audio-vidéo, bon, on voit des imprimantes, IoT. Vous pouvez créer vos propres tags aussi. Donc, la fonction de Client Insights qui existe au central permet la création de tags. Donc, vous pouvez aller sur n'importe quel appareil et aller mettre un tag custom, personnalisé. Et encore une fois, l'utiliser dans, euh, dans la détermination, bon, le mapping entre le tag et le rôle. OK? Donc, tout ça ici, c'est évidemment, là, c'est. Il montre puis c'est Alain qui a posé la question dans le chat, là. Bon, est-ce que c'est pour remplacer ClearPass? Pas nécessairement. Vous pouvez faire les deux. Il n'y a rien qui vous empêche. Donc, j'ai aussi un client qui une grosse commission, un gros centre de service, je vais corriger, qui utilise ClearPass principalement pour le 802.x, mais pour un besoin en termes de formation aux adultes, il y avait besoin de segmenter en MPSK différents appareils et les mettre dans des réseaux séparés aussi, avec la fonction de PAN qu'on appelle. Donc ça, c'est fait par Cloudot. Donc eux, c'est qu'ils ont leur réseau principal, 802.x, qui est géré entièrement par ClearPass, mais ce petit réseau-là de formation spécifique de laboratoire, disons, est géré par Cloudot. Donc il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Si vous avez déjà un réseau euh, PSK, donc si je vais voir, on va se voir un petit peu dans la configuration, à quoi ça ressemble. Évidemment, il faut être sur Central, hein, évidemment, pour utiliser Cloudot. Il n'y a pas moyen aujourd'hui de prendre un environnement qui est sur contrôleur avec Mobility Conductor, par exemple, et d'envoyer de l'authentification sur Cloudot. Donc, il faut absolument être sur Central. Mais si vous avez, par exemple, un réseau, donc, par exemple, j'aurais un PSK standard, que j'utilise normalement juste un PSK, hein, comme on fait habituellement, ben, je peux quand même aller dans la configuration, dans la partie sécurité, et dire que en plus de faire la clé, hein, la clé standard, j'ajoute la couche. Je fais un MACOT, mais au lieu de l'envoyer vers ClearPass, par exemple, mais je viens de l'envoyer ici vers Cloudot. Ok, donc, je viens ajouter un peu la couche de vérification que Cloudot m'offre pour un réseau standard. PSK, ça peut être un réseau ouvert aussi. Donc, je peux faire un réseau ouvert avec un MACOT, aussi l'envoyer vers Cloudot pour faire encore une fois la même vérification de type d'appareil, par exemple, en plus de la clé. Le MPSK, c'est aussi simple aussi. Donc, c'est encore une fois, il faut juste choisir le type de réseau. C'est juste un petit peu différent dans la sécurité. Donc, ça reste personnel, mais au lieu de prendre WPA2 personnel ou WPA3 personnel, je vais choisir MPSK AES. C'est un peu la façon qu'on l'a nommé. Et je mets Cloudot comme étant le serveur d'authentification. Encore une fois, très, très, très simple. Même chose pour le 802.x. Habituellement, le 802.x, je le mets en WPA2, WPA3, Enterprise. Et j'aurais mis, par exemple, ClearPass ou un NPS comme serveur d'authentification. Ici, c'est la même chose. Je le mets Enterprise, WPA3 ici dans mon cas. Et je choisis
Cloudot au lieu de ClearPass, par exemple, ou NPS comme serveur d'authentification. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Juste le fait de choisir ici Cloudot va pousser toute la configuration de serveur de RADSEC sur les AP, sur les contrôleurs, si vous avez des contrôleurs. Donc, la configuration est quand même très simple pour la configuration pure Wi-Fi. Après ça, tout ce qu'on fait se produit entièrement sur l'onglet Authentication and Policy. Donc, ça couvre pas mal un peu ce qu'on peut faire avec Cloudot, avec la petite démo. Donc, vous avez un peu vu tous les cas d'utilisation. Le quatrième que je n'ai pas montré vraiment, c'est la partie Cloud Guest, hein, parce que presque tout ce que vous avez vu ici repose sur les fonctions de portail que Cloud Guest offre, mais ça, c'est portail captif assez standard, comme on fait avec le... Excusez-moi. Moi aussi, j'ai un petit résidu de rhume, comme on le fait avec le pass, mais ça utilise les mêmes, c'est la même fonctionnalité. OK? Donc, ça couvre pas mal pour la démo. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions suite à ça. Je n'ai pas suivi le chat ou pas Oui, j'ai j'ai suivi. répondu à quelques questions oui, concernant le RSSO ou l'interconnexion avec le RSSO. Oui, Alain, petite Oui, question. vas-y. Pas long. OK. En fait, ma question, c'est les coûts associés. Tu connais un peu notre réseau, Benoît. Les coûts associés pour l'ajout de cette partie-là, c'est déjà inclus tout dans nos licences qu'on a actuellement. Fait que Ouais, c'est fait que de trouver pour la vous, mise en place de l'utiliser. c'est du temps, un petit peu de graisse de coude là, pour mettre ça en place. Sinon, dans la licence Foundation, vous avez accès à tout ce qui est, tout ce qui est dans Authentication and Policy, là, dans l'onglet sécurité, tout est débloqué. Il y a éventuellement dans Oui. le nouveau central, dans ce qu'on appelle Central NAC, il va y avoir certaines fonctionnalités de ça. Rien qui couvre ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a couvert aujourd'hui va être quand même inclus. Mais il y a des choses comme, par exemple, les intégrations avec les Intune, des choses comme ça, qui risquent d'être sujet d'une licence supplémentaire. C'est encore déterminé. Donc, c'est encore un peu en définition, détermination du côté de l'équipe de produit, mais il y a des chances là, qu'ils mettent une petite licence supplémentaire pour certaines fonctionnalités de ça, de la version évoluée. Mais si on parle vraiment de Cloudot, tout ce qui est inclus, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, là, c'est inclus avec la licence Foundation là, base. Là. Fait que si tu as une OK. licence Foundation que tu as, dans ton cas pour tes AP, tu as accès à tout ça. Là. OK. Puis il y a le. Je trouve ça intéressant que le portail, là, on a des infirmières qui viennent d'ici. Je vais peut-être essayer de les traiter là-dedans quand ils changent de portable pour les onboarder automatiquement. Est-ce que les rôles vont être à durée centrale? Là, je parlais de FortiGate d'envoyer le rôle, mais est-ce que je peux envoyer une variable à ClearPass à partir de centrale une fois qu'il a passé par ce processus-là? Non, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de communication entre Central et ClearPass. La seule communication qui existe aujourd'hui, c'est pour le profilage. Oui, Donc, c'est ça. tu peux utiliser Central comme engin de profilage, puis envoyer, puis synchroniser ça sur ClearPass et OK. utiliser le profilage, les tags que Central a déterminés dans les politiques sur ClearPass, quand on OK. voit le mapping ou autre. Mais pour les rôles, les choses comme ça, c'est encore là, 100% séparé. Là. Fait qu'il n'y a pas de variable que tu peux échanger entre les deux. Ça engendre-tu beaucoup de trafic sur le cloud, cette partie-là? Non, c'est du radius, là, fait que c'est quand même très léger. Juste très rapide. Ouais. Puis, OK. Mm. Ben, on Bon. ne scalerait peut-être pas, là, admettons, l'Université McGill avec 60 000 dispositifs le matin à 8h30. Là, en .NET, en macOS, avec du Il y aurait une MPSK discussion avec peut-être, l'équipe de mais produits, mais ouais, c'est la ça. façon Ouais, qu'ils exact. parlent, ça a l'air apparemment là, qu'il y a des grosses affaires qui sont hébergées là-dessus. Là. C'est ça. Fait que, Mais ouais. ça dépend toujours de la stratégie. C'est sûr qu'un échange 802.1x avec l'échange de certificats, il y a plus d'overhead que juste un simple MACOT. Donc, dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire. Unbound MPSK, ça scale. Ça scale, c'est fou. Là. Sky is the limit. Bon, ben, c'est excellent. Merci.
Juste pour votre compréhension, ou en tout cas peut-être pour les personnes qui voudraient approfondir, la semaine prochaine, nous offrons un atelier, un workshop qui va être animé par Mathias, qui va porter justement sur CloudHot. Donc, pour ceux qui voudraient développer les compétences liées à ce système-là et élaborer par vous-même un peu ce que Benoît a démontré dans son laboratoire. Donc, nous offrons un petit atelier, un workshop là, qui serait disponible pour vous. Il suffit de s'enregistrer et de pouvoir assister à cet atelier. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, ben, on pourrait terminer l'enregistrement ici. Et vous souhaiter une belle journée.